Merci beaucoup, Chris. Vous restez avec nous dans un rôle de grand témoin de la table ronde, mais vous interviendrez évidemment parce qu'il y a encore pas mal de questions. Et je vais demander, ils vont nous rejoindre maintenant, à Vincent Vitu, Johan Bercian de nous rejoindre. Le premier pour EDF, le deuxième pour Schneider Electric. On aura encore des visions industrielles sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Et puis pour la vision recherche, eh bien, on a Éric Gossier et Nourdine Achaïd qui vont venir nous rejoindre également pour voir quels travaux pourraient être menés pour répondre aux questions qui ont été déjà soulevées par Chris il y a quelques instants. Soyez les bienvenus, prenez place. On a une... J'ai pas fait de plan de table, alors vous installez comme vous voulez. Voilà, normalement il y a un siège pour tous, donc c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas à tous les 5 d'être là. Ôtez-moi d'un doute, l'IA n'est pas masculine? Non. Non. Non, on a quelques femmes qui travaillent dedans. Bon, ça va alors, je me voici rassurée. Donc, la question qui nous réunit ce soir, elle concerne les métiers. Et Chris en a déjà beaucoup parlé de l'évolution de ces métiers de l'énergie avec l'arrivée, ou en tout cas la domination, je dirais, de l'IA dans vos domaines. Et on va discuter ensemble de cette frontière, de cette limite entre technologie et responsabilité, jusqu'où on emmène le progrès. Et surtout, comment industriels et monde académique représentés sur cette scène ce soir doivent travailler ensemble pour faire avancer ce sujet. Vincent Vitu, tout d'abord. Vous êtes directeur du développement d'une entité d'EDF basée à Grenoble. Vous venez en appui, vous, au métier d'EDF sur la production hydroélectrique, le nucléaire, le renouvelable, par exemple. Concrètement, dites-nous un petit peu le soutien que vous apportez au métier d'EDF. Et en quelques mots, la division technique générale, qui est la signification de DTG, en fait, le principe, c'est finalement d'avoir mutualisé des compétences d'expertise dans les différents domaines scientifiques de mécanique, électricité ou environnement, génie civil, les avoir mutualisés pour appuyer l'ensemble des métiers du groupe. Donc la production évidemment, mais aussi finalement le métier du transporteur comme Enedis, mais aussi du métier du planificateur de la production. Et donc notre finalement cœur de métier, nous, c'est l'aide à la décision. Donc ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que l'aide à la décision, c'est à la fois l'aide à la décision très temps réel, anomalie, panne d'une machine, donc comprendre ce qui s'est passé, diagnostiquer, mais c'est aussi de l'aide à la décision un peu plus moyen terme, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et là, on est sur est-ce que ma machine, est-ce que l'état de santé va me permettre d'aller jusqu'au prochain arrêt? Ça peut être aussi dans le monde de l'environnement, est-ce que finalement, les réserves d'eau accumulées en hiver seront suffisantes et comment je les gère au mieux pour la saison suivante. Et puis, on travaille aussi sur de la prédiction pour aller encore plus loin et sur du long terme. Là, on est sur l'optimisation de la politique de maintenance, c'est-à-dire vraiment changer même la philosophie avec laquelle on choisit d'intervenir sur des machines ou dans le cadre de l'environnement, évidemment, sur des problématiques de changement climatique. Donc, c'est une aide à la décision qui est évidemment, vous l'avez compris, basée sur l'analyse de l'information disponible, la donnée, la data. Et donc, évidemment que l'intelligence artificielle est finalement une technologie, une approche, une méthode qui nous intéresse beaucoup dans nos métiers. Voilà, pour agir demain ou dans 50 ans, comme vous l'avez dit. Alors, cette intelligence artificielle, concrètement, dans votre mission, comment vous l'utilisez? Quelle est sa place? Donc c'est déjà une réalité, pour prendre quelques exemples dans finalement nos différentes valeurs ajoutées. Pour arriver sur la maintenance des machines, l'intelligence artificielle, on comprend que pour nous aider à finalement préconiser d'intervenir sur une machine, sachant qu'une bonne maintenance, c'est la maintenance uniquement quand la machine a besoin, juste avant qu'elle ait besoin, et uniquement sur la pièce qui est faible. Donc, sur un exemple comme ça, on comprend bien que l'histoire de la machine, c'est un élément très déterminant. Et donc, pour dérouler un peu cet exemple, l'histoire de la machine, elle est aujourd'hui contenue dans de la donnée mesurée, elle est aussi contenue dans les rapports qu'ont écrits les opérateurs, et elle est contenue aussi dans finalement l'historique des analyses d'experts qui sont sous forme de rapports, donc très diverses. Donc l'intelligence artificielle, là où elle nous aide énormément, c'est l'analyse de texte de formes variées pour en tirer
finalement des synthèses, mais aussi faire des liens entre des événements. C'est aussi l'analyse des images, puisque sur les images, finalement, il y a les défauts. Sur une tour aéro-réfrigérante en génie civil, on peut détecter des fers à béton qui commencent à être apparents, des ruptures, des fissures. Donc, une aide importante pour avoir finalement un classement aussi des événements. Voilà. Et puis, dans le cadre de la sécurité, j'ai vu côté Enedis la préoccupation de détecter la présence de personnes aux abords des ouvrages. C'est aussi un sujet sur lequel, par exemple, l'analyse d'image l'intelligence artificielle appliquée à l'analyse d'image nous a aidés. Alors, on l'a entendu tout à l'heure dans les propos de Chris, ça pose des problèmes, le développement de cette intelligence artificielle dans différents domaines, avec notamment ce management des hommes qui jusqu'ici font, mais qui pourraient, ou le sont déjà sur certaines de leurs missions, remplacées par la machine. Oui. Alors, je pense que quand on parle d'intelligence artificielle, et c'était d'ailleurs un des messages, et sur la question de mais est-ce que ça va remplacer les métiers, quel est l'impact, on pense beaucoup d'abord, je pense, à des activités ou des métiers, entre guillemets, où la séquence de travail est simple. Mais le sujet qu'on travaille en ce moment côté DTG, c'est que c'est aussi une technologie qui va aussi révolutionner le métier de l'expertise. Et c'est une coïncidence, mais on est en séminaire manager pour 2 jours là, et nos managers qui sont aussi confrontés à cette problématique, comment je manage l'évolution de mon expert, c'est un vrai sujet, puisque on passe finalement d'un monde qui est basé sur la connaissance, et donc finalement la valeur d'un expert et la connaissance que lui a accumulée. Et en fait, l'intelligence artificielle vient perturber ça, puisque l'accès à la connaissance devient, entre guillemets, et j'ai bien entre guillemets, apparemment facile. Et donc pour l'expert, c'est une vraie question de repositionnement sur je traite moi des cas complexes, je fais des analyses qui glissent vers je sais qualifier, je sais attester, je sais choisir l'intelligence artificielle qui est pertinente pour l'analyse. Donc c'est au-delà de la technologie, et finalement la technologie est au point, et c'est vraiment cet aspect évolution des compétences et des métiers qui est un sujet important. Avec quelque chose qui est sous-jacent, c'est le choc de génération aussi. Oui. Jusqu'ici, les plus âgés, les plus anciens, les plus expérimentés, avec un petit ascendant sur les jeunes arrivants, c'est plus tout à fait le cas peut-être. C'est lié à ce que je disais sur la valeur de la connaissance, qui entre guillemets maintenant devient d'un accès soi-disant facile. Et puis on a les jeunes générations, finalement, ce qu'elles savent très bien faire, elles, c'est utiliser les outils d'accès à la connaissance. Et donc, on voit bien qu'il y a un enjeu à la fois d'attractivité pour l'entreprise, mais aussi de cohésion des équipes, d'arriver à cette évolution où finalement, entre guillemets, les jeunes apprennent peut-être à ceux qui sont plus expérimentés à manipuler ces outils d'accès à la connaissance, et à l'inverse, ceux qui ont la connaissance aident les jeunes à qualifier les outils qu'ils utilisent. Donc c'est aussi un enjeu, je pense, sociétal, finalement d'arriver dans les entreprises à ce que les 2 générations travaillent très bien ensemble. Vous parliez de votre séminaire des managers, ça en fait partie, cette thématique-là Oui, on va y consacrer 3/4 du séminaire avec évidemment, on parlait d'acculturation, mais pour les managers, c'est aussi une évolution de leur métier. Comment manager des compétences liées à l'intelligence artificielle, c'est aussi un sujet important. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Johan Bersian, qui représente Schneider Electric. Vous y travaillez depuis 10 ans. Aujourd'hui, vous conseillez vos clients pour mieux consommer l'énergie, indépendamment de où elle vient, comment elle est produite. Et depuis 2 ans, vous êtes en charge de la technologie de l'intelligence artificielle pour les métiers. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette intelligence artificielle? Quelle est l'ambition de la développer au sein de votre métier? Ouais, avant d'expliquer ce qu'on va faire avec l'IA, je vais peut-être rétro-pédaler. Déjà, merci pour l'invitation. Et expliquer un peu ce qu'on fait Schneider brièvement, parce que dans la salle, il y a plein d'ingénieurs, donc je pense que tout le monde sait à peu près ce qu'on fait. Mais globalement, Schneider Electric, on est concentré sur les métiers de la gestion de l'énergie et des automates industriels. On est très fiers d'être une entreprise en pleine croissance et technologique. Moi, je suis sur entrée il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est dans le top 30 des vendeurs de logiciels dans le monde. Pas de logiciels liés à l'énergie, de logiciels dans le top 30. Donc ça, c'est une vraie fierté de transformation au niveau Schneider. Et au sein de Schneider,
on supporte les plans et les ambitions de durabilité de nos clients dans 4 domaines. Le domaine des bâtiments, que ce soit les bâtiments commerciaux ou résidentiels. La partie data center, on est fournisseur de data center clé en main et de solutions de refroidissement, de distribution électrique pour les Google, Facebook, Amazon, Microsoft et sociétés qui fournissent des services de data center en type colo, donc partagé. Donc deuxième axe, les data centers. Troisième, le milieu industriel, que ce soit les usines ou les sites industriels. Et enfin, dernier domaine concert, la partie qu'on appelle grid. Donc, on va peut-être parler de smart grid, mais nous, on range depuis le fournisseur d'énergie, donc le vrai réseau, jusqu'à l'aspect microgrid, donc des points locaux de consommation et de production d'énergie. Donc, j'arrive à l'IA. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que chez Schneider, on gère plusieurs millions d'équipements critiques pour nos clients sur l'ensemble des sites clients. Et depuis 2018, on a réussi à faire économiser à nos clients ou à éviter la consommation de 550 millions d'équivalents tonnes CO2. 550 millions de tonnes. Ce qui est bien, mais ce qui n'est pas assez. Et on considère que pour aller plus loin, pour accompagner la transition énergétique, on décide que l'IA, on est convaincu que l'IA est notre meilleur allié pour aller plus vite, plus loin et de manière plus optimisée. Vous nous donnez des petits exemples pour réduire, grâce à l'IA, ce carbone? Oui, alors, deux exemples concrets. En tout cas, nous, on est persuadés chez Schneider qu'on peut, grâce à l'IA, combiner la partie durabilité et préserver une certaine profitabilité pour les entreprises ou les clients auxquels on s'adresse. Deux axes principaux sur lesquels on s'attarde sur l'IA et la durabilité. Le premier, c'est de réduire directement l'énergie, la consommation d'énergie, s'attaquer directement à la consommation, éviter de consommer de l'énergie, puisqu'après tout, la meilleure énergie, c'est celle dont on n'a pas besoin ou celle qu'on n'utilise pas. Donc là-dessus, on va se concentrer sur des procédés ou des process qu'on appelle énergie intensive, donc qui demandent beaucoup d'énergie, qui sont gourmands en énergie, énergivores, dans les milieux des bâtiments, dans les industries, ou par exemple le process de dessalement des eaux salées pour transformer en eau potable. Un exemple qui est dans les réseaux de chauffage, par exemple, on a un client en Croatie qui est un réseau de chauffage urbain qui sert une population de 8000 personnes en Croatie. Ils utilisent un de nos systèmes qui s'appelle District Energy System, qui inclut de l'AI et des modèles qui permettent de prédire les besoins en chauffage du district et d'optimiser les moments où on va lancer les activités de chauffage ou arrêter. Et ça permet de réduire les gains d'opération et de maintenance, mais ça permet aussi de réduire l'empreinte carbone. Donc ça, c'est un premier exemple, réseau de chauffage urbain en Croatie, dans le milieu de l'eau. Deuxième exemple, alors il y a s'attaquer aux réductions d'énergie, de consommation d'énergie, c'est très bien. Après, on a un autre axe qui est optimisé. Alors là, je vais me tourner vers les gestionnaires de réseau et mes collègues. On est convaincus que grâce à l'IA, on peut aider à optimiser la demande en énergie. C'est-à-dire qu'on a, grâce à l'IA, des solutions de microgrid, donc microgrid advisor, qui permettent localement de produire, déterminer comment et où stocker, consommer et produire de l'énergie. C'est-à-dire qu'on est en capacité, en fonction du mix énergétique, d'aller produire localement de l'énergie, de la consommer localement et s'effacer pour permettre au réseau d'éviter des pics de demande. Parce que généralement, pendant les pics de demande, c'est le moment où l'énergie est la plus carbonée. C'est-à-dire que tout le monde fait ce qu'il peut, mais c'est le moment où on fait tourner en général les fours, relancer les process les plus énergie intensifs. Nous, on est persuadés qu'en multipliant les points locaux de production et de consommation d'énergie, on va aider à optimiser cette demande. Alors après, ça va être un vrai casse-tête, on en parlait tout à l'heure, l'aspect bidirectionnel du réseau, parce qu'on est en capacité, quand on a du surplus local, de le revendre sur le réseau, ce qui peut être intéressant. Mais l'IA dans tout ça, avec Microgrid Advisor, on a la capacité d'avoir non plus un seul modèle d'IA qui s'exécute tout seul dans son environnement, mais on a bien une chaîne de modèles où l'exécution d'un modèle et l'application des mesures proposées a un impact sur l'ensemble du réseau et du microgrid. Donc on a une influence permanente, et on a pour ceux qui aiment bien les challenges au niveau, on se fait un peu mal au cerveau, là vous pouvez être servi. Un exemple concret, on a en Finlande une société qui gère ce qu'on appelle des city centers, donc des shopping centers, des lieux de vie qui combinent du commerce, du résidentiel et des lieux associatifs.
Eux, ils utilisent Microgrid Advisor et on les a aidés à s'approcher de leur ambition net zéro. C'est-à-dire qu'on s'est connecté à l'ensemble des capacités de stockage d'énergie, de génération, les systèmes de climatisation, les systèmes d'éclairage, les véhicules, les bornes de recharge de véhicules électriques, les équipements éoliens. Et avec tout ça, on a des modèles AI qui combinent et qui, en dynamique, en continu, collectent les données, les analysent et prévoient, anticipent la meilleure optimisation de la consommation, de la production et du stockage d'énergie. Tout ça en utilisant énormément de données, évidemment, donc des data centers plutôt énergivores. Il y a forcément une empreinte derrière tout ça. Est-ce que c'est là aussi, on parlait d'enjeux sociaux tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas des enjeux environnementaux et une limite à l'utilisation de cette intelligence artificielle ? Ouais, c'est une bonne question, on l'a souvent. Donc, la bonne nouvelle, j'ai plusieurs bonnes nouvelles pour vous. La bonne nouvelle numéro 1, c'est que chez Schneider, les aspects durabilité, ce n'est pas nouveau. Il se trouve qu'on a eu un positionnement très tôt sur le sujet, donc on l'applique nous-mêmes à nos propres usines. On a 200 usines en propre, et on applique aussi l'IA à nos métiers au quotidien. Donc, en fait, on est un laboratoire vivant pour amener les solutions de gestion d'énergie et l'intelligence artificielle à nos clients. Néanmoins, sur les data centers, on a une chance unique, c'est qu'on est à la fois fournisseur et consommateur de data centers. Donc, en tant que fournisseur, on est convaincu qu'on peut aider, grâce à l'IA, à favoriser l'utilisation d'un mix énergétique plus vert par les fournisseurs de data centers, en rendant plus fiables et plus prédictifs les sources d'énergie verte qui sont connues pour être peu fiables et peu prédictives, ce qui pose un problème pour les gens qui opèrent les data centers. Donc ça, c'est un premier élément. Après, juste pour avoir une idée, quand même une baseline, alors la bonne nouvelle, c'est que c'est l'Agence internationale de l'énergie qui le dit, c'est pas Schneider. Les data centers, aujourd'hui, ça représente 0,2 à 0,3% de la consommation d'énergie dans le monde. Si on se réduit à l'électricité, les data centers, ça représente 1 à 1,3% de la consommation totale d'électricité sur la planète. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous, on a fait des études sur typiquement Microgrid Advisor dont je parlais. On est, mais alors de loin, positif sur l'impact qu'on peut avoir sur les économies d'énergie. C'est-à-dire qu'on préfère se concentrer sur les 99% qu'on peut aller chercher plutôt que sur le 1%. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'en préoccupe pas, on optimise tout ça, mais le focus, il est vraiment sur les gains qu'on peut générer pour nos clients en dehors du data center. Ouais, conscience de l'impact, mais des gains qui vont au-delà. Je vais me tourner vers le monde de la recherche avec Éric Gossier et Nourdine El-Saïd. Éric, tout d'abord, professeur d'université à Grenoble en informatique et en intelligence artificielle. Vous dirigez d'ailleurs le MIAI, hein, c'est cet institut interdisciplinaire en IA. On a entendu là 3 utilisations très concrètes dans les différents métiers chez les industriels de l'IA. Quel rôle, vous, en tant que chercheur universitaire, vous pouvez jouer auprès d'eux ? En fait, je ne vais pas tellement répondre en mon nom propre, mais plutôt le rôle qu'un institut tel que le nôtre peut jouer, parce que ça dépasse juste le rôle que je pourrais jouer, même si j'endosse une partie de ces rôles-là. Donc cet institut MIAI a été créé en 2019 et c'est un institut qui a 3 missions principales, donc une mission de recherche fondamentale et appliquée, une mission de formation, une mission de transfert de technologie, transfert de savoir-faire et de création de start-up. Et je dirais que dans ces 3 missions, en fait, on est en contact avec des industriels. Depuis 2019, on a eu plus d'une centaine de collaborations avec des industriels, de partenaires industriels, un peu plus de 150 projets collaboratifs avec ces gens-là, avec ces partenaires. Et ce qui était assez intéressant de voir à travers les témoignages qui ont été donnés, et même à travers les présentations qui ont été données, c'est que finalement, on a des problématiques qu'on retrouve dans tous les milieux industriels. Il y a quelques cas particuliers, peut-être en santé, où on a des problématiques qui sont un petit peu différentes, mais je dirais presque marginalement différentes. Sinon, les problématiques qu'on retrouve au niveau de l'IA, on les retrouve dans quasiment tous les secteurs industriels. Donc, en recherche, je pense en particulier aux données. Donc, je crois que c'était la personne du NICO, Clément, qui mentionnait la difficulté de collecter des données. Puis, non seulement il faut collecter ces données, mais il faut s'assurer que les données contiennent l'information nécessaire à la décision qu'on veut prendre à partir de cette analyse, de l'analyse de ces données. On a des problématiques d'apprentissage, on a des problématiques de
robustesse, et j'ai beaucoup aimé l'intervention de la personne d'EDF ou d'Enedis, je pense peut-être plutôt, sur de la chaire TwinE, sur le fait que effectivement on a des systèmes qui sont appris sur des données particulières. Et dès qu'on essaye de les appliquer sur des données qui sont un tout petit peu différentes, ou dans des environnements qui sont un tout petit peu différents des données sur lesquelles ils ont été appris, ben ces systèmes ont tendance à s'effondrer. Les performances ne sont pas du tout au rendez-vous, et donc on a un gros problème de robustesse. Donc je pense en fait aux problématiques de passage d'une vallée à une autre, de configuration un peu différente. Et donc là, ce sont des problématiques fondamentales qu'on aborde à la fois par des modèles mathématiques, par des modèles physiques, par des modèles informatiques. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment des problématiques fondamentales, donc, qui sont abordées ces aspects fondamentaux, parfois avec des partenaires industriels. Je pense que la chaire TwinE en est un bon exemple, par exemple, qui peut être abordée simplement par des académiques, mais ensuite qui vont déborder dans le monde industriel. On a aussi, bien sûr, des partenaires industriels qui les abordent de plein front. Dans notre institut, par exemple, on a une chaire qui est entièrement portée par un industriel qui est Naver Labs Europe. En fait, c'est le centre de recherche de Naver Labs. Donc, on a une personne qui porte une chaire autour de la problématique de l'apprentissage tout au long de la vie. Alors, on a plutôt l'habitude de décliner cet apprentissage tout au long de la vie auprès des personnes, mais en fait, on fait des systèmes qui apprennent à partir de données et qui ingurgitent des données en permanence et qui doivent donc s'adapter à ces données-là, sans toutefois oublier ce qu'ils ont appris auparavant. Voilà, puis on a des problématiques de frugalité aussi, bien sûr, et puis on a mentionné l'IA générative. Ça, ce sont des problématiques qui sont fondamentales. Ça fait des années qu'on travaille sur ces problématiques-là. Donc ça, c'est un peu sur la partie recherche. Donc cette partie recherche, elle est faite à la fois dans le monde académique, mais aussi en partenariat avec le monde industriel. On a beaucoup de projets collaboratifs qui sont un peu plus appliqués. Et là, on travaille. Il y a beaucoup de thèses chiffres qui sont financées en partie par les partenaires industriels et puis qui sont encadrés par les partenaires académiques. Donc, on a des partenariats assez privilégiés là-dessus. Et puis, on accompagne aussi le développement de start-up. Alors, on le fait en collaboration avec d'autres acteurs, la Fondation par exemple, mais aussi la SATT. Je crois qu'il y a une représentante de la SATT dans la salle. L'INRIA Startup Studio, l'équivalent CEA. Et puis, je dirais que notre plan fondamental de collaboration avec les partenaires industriels, c'est la formation. Et on a beaucoup de demandes de formation spécifiques. Et donc là, on essaie de développer des offres de formation pour répondre à ces demandes, même si ce n'est pas toujours facile en termes de réactivité, de développer une offre de formation et d'avoir des gens disponibles très rapidement. Mais voilà, on travaille aussi, bien sûr, beaucoup de partenaires industriels interviennent dans nos formations initiales. Donc ça, c'est un point important. Et enfin même dans la création de start-up, lorsqu'on a des start-up qui sont issues de laboratoires, en fait, et qui sont accompagnés par différents acteurs, en fait, il y a aussi des acteurs industriels qui vont accompagner ces startups-là. Et au sein de notre institut, on travaille à la mise en relation entre ces différents acteurs et aussi à l'aide à ces personnes-là. Donc, vous voyez, le panorama est très large, en fait, et on aborde un peu tous les métiers de la recherche. Donc, moi, pour ma part, je suis enseignant-chercheur, donc je fais de la recherche, je fais de l'enseignement. J'ai également créé une start-up, j'ai beaucoup de projets collaboratifs, donc je participe à toutes ces actions-là, mais je ne suis pas le seul, et notre institut a vraiment la vocation à mener toutes ces missions de front. Merci beaucoup. Mais peut-être, si je peux me permettre d'enfoncer une porte ouverte, en tant qu'acteur industriel, on a besoin de la recherche. On collabore avec vous, on collabore avec le MIT, on collabore avec d'autres académies, mais on a vraiment besoin de ça pour la partie innovation, parce que toute l'innovation ne peut pas se conduire uniquement en milieu industriel purement. Nourdine, justement, vous allez nous en parler, directeur du laboratoire G2E Lab, justement sur les axes de travail pour accompagner justement ces industriels, vers quoi vous regardez et sur quoi vous travaillez. Oui, en fait, je me sens justement entre Schneider, entre EDF et puis bien sûr Enedis. Enedis, Benoît l'a dit tout à l'heure, enfin une des chaires depuis 15 ans, hein, c'est ça. Donc c'était une des premières et qui continue et qui ensuite il y a une projection future importante et qui se trouve que cette chaire, c'est la chaire Smart Grid, qui a aussi été projetée dans l'Institut MIAI pour ensuite s'approprier et travailler sur les questions d'intelligence artificielle. J'aimerais juste peut-être dire quelque chose sur l'intelligence artificielle avec les Smart Grid et peut-être les systèmes électriques comme une partie de l'énergie. En fait, dans le monde académique, la question de l'utilisation de l'IA pour les systèmes électriques, en particulier dans les réseaux électriques, ça a commencé, pour moi, dans les années 80 déjà.
Mais c'était beaucoup un travail académique. Il y avait quelques tentatives de travail avec les industriels. Mais en fait, il y avait des limitations à l'époque. Les limitations, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de données. Donc ça, c'est vraiment un point qui était important. Et puis, il y a une deuxième limitation qui n'est pas du tout négligeable et qui a changé aujourd'hui. C'est le fait qu'il n'y avait pas de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, les industriels, à l'époque, et je me souviens, je travaillais avec EDF à l'époque, avant la naissance d'Enedis, bien que, bon, il y avait des systèmes experts, par exemple, pour l'aide à la décision au niveau des opérateurs, il y avait également un système pour la gestion des alarmes qui arrivait beaucoup dans les systèmes, enfin, dans les systèmes de conduite, et que finalement, quand il y a une panne, on n'arrivait pas à distinguer où est-ce qu'est vraiment l'origine de la panne. Et donc, on a travaillé sur les questions de système expert. Et finalement, la question de confiance, oui, mais non, il n'y avait pas cette confiance pour aller plus loin. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui qui fait que voilà, on est là et de se projeter sur les questions de recherche des applications industrielles? Eh bien, en fait, les grands changements, c'est que d'abord, on a accès maintenant à beaucoup de données dans le cadre des réseaux électriques, par exemple, à travers les compteurs intelligents. Hein. Chris en avait mentionné, mais aussi beaucoup de capteurs qu'on a dans le réseau de plus en plus. Et donc, on a effectivement accès à beaucoup de données. Mais surtout, avant, il y avait, dans notre monde de cas, ce qu'on appelle le fameux 3D. Les 3D, c'est quoi? C'était la décarbonation, hein, donc vraiment la décarbonation. Pour vous donner un exemple, alors je dis d'abord les 3D, décarbonation, décentralisation et digitalisation. Donc c'est les 3D. Pour la décarbonation, il y a, on va dire, l'électricité. Hein. Quand on regarde l'électricité, hein, on est plutôt pas mal lié par l'électricité ici. Elle était inventée, enfin la première application, c'est en 1870 avec l'apparition de la lampe d'incandescence Edison. Et on a mis de 1870 jusqu'à aujourd'hui, globalement un siècle et demi, pour passer de zéro utilisation d'électricité à globalement en moyenne 25% d'utilisation d'électricité dans le mix final de l'énergie. Et pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, l'ensemble des projections sont unanimes aujourd'hui, elles sont convergentes pour dire que pour atteindre la neutralité carbone, le vecteur électrique, évidemment, il est fondamental. Il va falloir passer de 25% de ce vecteur électrique à 60%, y compris pour la France avec les projections, on va passer à 57-60%. Donc on a passé un siècle et demi pour passer de 0 à 25%, et on va passer un quart de siècle, donc 25 ans, pour passer de 25% à 60%. C'est une véritable révolution. Et c'est une véritable révolution qui va nécessiter des bouleversements dans le système électrique, que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau, bien sûr, du réseau. Et on sait aujourd'hui également comment maîtriser le mur d'investissement pour prendre des décisions. Et donc tout ça, on a besoin de nouveaux outils, indiscutablement. La partie décentralisation, on avait un système qui était vertical, on va dire très centralisé. Aujourd'hui, on doit lui ajouter des prises de décision au niveau local. Et là, pour vous donner également un exemple pédagogique, la puissance de pointe en France a été atteinte en 2012 de l'ordre de 100 gigawatts. 100 gigawatts en moyenne, on va dire, on peut les atteindre avec 100 tranches nucléaires, à 1000 mégawatts chacune. Bon, voilà. Eh bien, il y a 10 ans, on n'avait pratiquement rien au niveau du réseau de distribution. Aujourd'hui, on a plus de 800 000 unités de production sur le réseau de distribution. Plus de 800 000. 800 000 par rapport à des centrales classiques, grandes centrales. Or, ces 800 000, en grande partie, comme vous l'avez dit à juste titre, elles ne sont pas forcément pilotables, prédictibles. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a 800 000 unités de production qu'on a une puissance garantie qui représente à peu près en puissance installée au-delà de 40 gigawatts à peu près. Et on ne les a pas en réalité, parce que ça dépend évidemment du temps, ça dépend de pas mal de choses. Et ça change complètement la donne. C'est-à-dire qu'en fait, en plus du fait qu'on va aller vers cette électrification, on a également un vrai problème sur la prise de décision locale, des points complètement dispersés. Et on ne peut pas simplement gérer de manière centralisée. Donc il faut avoir une gestion décentralisée avec une intelligence distribuée, c'est-à-dire qu'en fait des puissances de décision au niveau des points complètement décentralisés. Et là, l'IA est indispensable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste parce que c'est fashion, mais c'est indispensable. Donc là, l'IA, elle est décentralisée, mais il y a des hommes avec pour piloter en local, ou pas?
Ah, pas forcément les uns, parce qu'on peut pas. Non, c'est vraiment on décentralise au niveau de l'objet. D'où nos enjeux dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est pas juste décentralisé, c'est une partie. Elle ne serait pas totale. Donc il y a une partie qui est décentralisée, puis il y a une autre partie. Il y a des niveaux en fait pour lesquels on met de l'intelligence évidemment au niveau des réseaux. Puis la troisième partie sur la digitalisation. Bon là évidemment c'est la question de la donnée. Il y a une démocratisation de la digitalisation dans le monde de l'énergie. Ça a été dit effectivement depuis déjà plus d'une dizaine d'années. Et donc cet ensemble-là, évidemment, fait que quand on pense finalement à l'intelligence artificielle, c'est pas simplement parce que c'est must-have, dans le sens où il faut avoir de l'intelligence artificielle, comme si l'intelligence artificielle c'est la solution magique dans laquelle on la met, puis on peut. Non, en fait, on regarde l'intelligence artificielle par rapport aux défis qui sont posés aujourd'hui sur le système électrique. C'est-à-dire qu'en fait, la valeur ajoutée, c'est-à-dire que si on avait finalement des solutions sans intelligence artificielle et de type déterministe, à la limite, par rapport aux problèmes qu'a posé justement, qu'a cité Eric, qui sont des choses auxquelles on est confronté, en fait, on ne ferait pas appel, je vous le dis clairement, on ne fait pas appel à cette intelligence artificielle. C'est simplement parce qu'il y a des situations où on n'a pas d'autre choix. Et donc, on se concentre réellement sur là où il y a de la valeur ajoutée. Le problème, c'est qu'au niveau de l'intelligence artificielle, autrement, ce qu'a dit évidemment Eric, c'est qu'on est confronté bien sûr à la quantité de données, on est confronté à la qualité de la donnée, on est confronté à l'évolutivité de la donnée, ce qu'a dit Eric, quand les choses évoluent, en fait, ça s'écroule. Donc on est confronté à ce genre de choses. Et on a constaté que des modèles, par exemple, d'intelligence artificielle qui sont uniquement liés ou basés sur de la donnée, ce n'est pas suffisant dans le métier. Donc l'orientation qu'on se donne ici, d'ailleurs à Grenoble, qui est une orientation relativement originale, et on le fait avec Eric, avec Miaille en particulier, c'est de dire, nous, on a besoin de coupler en fait des modèles d'intelligence artificielle avec des modèles physiques. Et donc c'est ce qu'on appelle les modèles hybrides. Et c'est exactement ce domaine-là qu'on est aujourd'hui qui donne des résultats extraordinaires. Je vous donne juste deux exemples. Un des exemples, et qu'on a fait aussi dans le cadre de Miaille, on a appliqué justement un certain nombre de techniques d'intelligence artificielle en s'inspirant, en fait, en faisant une extraction également de données des réseaux sociaux, donc des réseaux sociaux, pour pouvoir faire des prédictions de consommation, des prédictions de la consommation. Bon, là, on n'a pas fait au niveau local, on a fait au niveau national avec Enedis. On a amélioré les modèles de 70%. On n'aurait jamais pu avoir ça si on n'avait pas ces modèles d'intelligence artificielle. De 70%. C'est juste remarquable. La même chose sur les réseaux de distribution, en particulier au niveau de la basse tension. Là aussi, je vous donne quelques chiffres. Bon, évidemment, peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, mais dans les réseaux électriques, on distingue beaucoup réseau de transport, réseau de distribution. Réseau de transport, pour faire simple, c'est RTE. Réseau de distribution, pour faire simple, en grande partie Enedis, mais pas que. En grande partie, c'est Enedis. Dans les réseaux de transport, parce que ça a été historique, pour la question d'observabilité, pour observer ce qui se passe. On ne peut pas piloter un réseau si on ne sait pas ce qui se passe. D'accord ? Donc il faut observer. On a globalement 2 fois plus de mesures que ce qu'on a besoin. Donc on a 200% plus de mesures parce que ça nous permet derrière de corriger les mauvaises valeurs, etc. Dans le réseau de distribution, et en particulier au niveau de la basse tension, en fait on a 0,5% de mesures. Parce qu'il y a 1 400 000 km. 1 400 000 km, c'est plus de 3 fois la distance Terre-Lune. Donc ce n'est pas du tout la même logique par rapport à un réseau de transport 2 fois 50 000. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc là-dessus, on a un problème d'observabilité, c'est-à-dire d'observer ce qui se passe dans le réseau. Comment agir si on n'observe pas ? Et là, on n'a pas de données. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'effet inverse. Donc là, c'est pas simplement qu'on a des données et on va regarder la valeur qu'on va tirer de la donnée. Là, on n'a pas de données. Donc c'est là où on peut utiliser également, en particulier de l'IA générative, pour pouvoir générer en fait on va dire des mesures finalement. Ça nous génère des mesures et d'ailleurs des courbes de consommation chez les individus, au niveau soit d'un individu, soit agrégé au niveau d'un poste de distribution. Et ça, c'est juste remarquable. Donc c'est remarquable ce qu'on arrive à obtenir avec ça, qu'on n'aurait pas obtenu autrement. C'est ça ce que j'essaie de dire. L'autre point qui peut intéresser beaucoup de jeunes qui sont ici, on a été sollicité par Singapour, parce que Singapour, ils veulent décarboner complètement leur système énergétique. Ils sont aujourd'hui à 95% gaz. Ils veulent complètement passer à 100% renouvelable. Bon, ils ont évidemment un certain nombre d'options. Et parmi les options, c'est d'importer de l'énergie dans les pays voisins d'État de Mekong en particulier, Laos, Vietnam et puis Thaïlande également.
Le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, ils sont concernés par la résilience. Donc, ils vont dépendre d'une importation qui est essentiellement sur 3 niveaux, c'est-à-dire hydraulique, photovoltaïque et éolien. Mais il se pose la question qui est, bon, on sait l'effet de changement climatique. Là, je fais le clin d'œil aux jeunes qui sont allés en Norvège et qui ont regardé justement l'effet des changements climatiques. Là, c'est concret également directement sur la résilience de nos systèmes énergétiques. Et la question qui les concerne, c'est de dire, bon, on a un changement climatique. Les changements climatiques s'accompagnent soit des sécheresses, soit des inondations, etc. Eh bien, il va y avoir un impact sur le productible. On a les mêmes questions sur les centrales nucléaires, d'ailleurs avec le refroidissement des centrales nucléaires au niveau français. Donc sur le productible. Et donc du coup, il a fallu de se donner des outils qui permettent de se dire, voilà, à 2040, 2035, est-ce que j'aurai malgré tout accès à la production, que ce soit production hydraulique, que ce soit production éolienne ou photovoltaïque. Et ça, c'est des prédictions, mais couplées justement à ce que j'ai pu récupérer en électrique. Et un des points sur lesquels l'IA aujourd'hui nous aide, au-delà de la prédiction, bien entendu, c'est que tous les modèles climatiques, on a plutôt des moyennes. La moyenne, ça ne sert pas. Donc ce qu'on a nous besoin, c'est de la variabilité. C'est de la variabilité avec des données sur moins de 2 km carrés. Et ça, sans l'IA, justement, on ne pourra pas y arriver. Donc voilà quelques exemples sur lesquels on est en train de travailler. Sans parler, on a discuté également avec Chris sur une révolution au niveau de la mobilité électrique, donc l'électromobilité. Il y a quelque temps, on considérait que la charge rapide sur le réseau, c'est 43 kW. Aujourd'hui, on est confronté à des choses qui sont de l'ordre de la grosse lourde, de la mobilité lourde. On est à 1 MW et qui se multiplierait probablement sur plusieurs parcs. Et ça, c'est un défi majeur sur le réseau pour pouvoir ensuite, derrière, s'assurer de la résilience du réseau, la possibilité de fournir ça. Et si on n'a pas des modèles prédictifs, justement là-dessus, on ne pourra pas gérer ces parcs. Je crois qu'on a une belle démonstration de l'IA dont on ne peut plus se passer, notamment dans vos métiers de l'énergie. Pour terminer peut-être et pour boucler sur les métiers, puisque c'est quand même notre sujet, sur leur évolution. Vous avez parlé de beaucoup de données, de la gestion de ces données. C'est la priorité, c'est de collecter les données, mais savoir s'en servir. Et puis, vous en parliez tout à l'heure, Chris, avec ces interventions de techniciens parce que l'IA a dit qu'il va y avoir une panne et où le technicien n'arrive pas à intervenir. Il y a une vraie question et de vrais enjeux de formation qui vous reviennent peut-être à vous, universitaires, pour bien que les techniciens ne courent pas après le train finalement. C'est ce que vous attendez, vous, notamment je voulais bien réagir sur cette question-là. Et Nourdine t'a dit, je suis encadré par les industriels, etc. Il y a un point qui est vraiment très important et qu'il faut avoir en tête, c'est que, et qui est finalement le sujet aussi d'aujourd'hui, c'est que pour réussir à ce que ce qu'on développe ensemble, l'universitaire et l'ingénierie, ça finisse quand même dans un outil qui est utilisable par un métier, là, et ben, il faut qu'on réussisse le fait que l'IA résout des choses complexes, mais l'usage doit être simple. Et par rapport à finalement ce que je pourrais dire en tant qu'ingénierie ce que j'attends du monde universitaire, mais en ayant posé ce préambule, qu'on est dans le même bateau, parce qu'à la fin, si on ne va pas au bout, de toute façon, le métier nous dira que tous les deux, ce qu'on fait ne sert à rien, on est dans le même bateau pour réussir ça. Je dirais que du côté ingénierie, il est important que le monde universitaire travaille pas seulement à créer des nouveaux cas d'usage, des algos qui résolvent, mais travaille aussi sur des questions transverses de les algorithmes. Ils sont alimentés par des millions de données, mais au bout, il faut aussi déterminer les quelques grandeurs pertinentes. Parce que comme tu l'as très bien dit, après quand on est sur le terrain, j'ai un capteur qui ne marche pas, j'ai une information en moins, je n'ai pas des millions de données, je n'ai pas beaucoup de temps, etc. Donc cette notion de l'algorithme doit être, dès la phase de création académique et scientifique, projetée dans... Il doit être opérable, je dois le mettre sur un... Je sais pas moi, sur un PC assez normal, je ne dois pas avoir besoin d'un supercalculateur. Et puis les grandeurs qu'il utilise, elles sont simplifiées, etc. Ça, c'est très important. Et puis le deuxième sujet, je trouve, moi, sur lequel le monde académique doit travailler, et là, j'ai une perception un peu différente, Nandine, de ce que tu as dit en disant la confiance à l'IA. Je pense que la confiance des initiés maintenant à l'IA, les scientifiques et dans l'ingénierie, les gens qui font de la technologie à l'IA, par contre, ce qui n'y est pas, c'est la confiance des décideurs. Donc, à un moment,
l'expert à la fin, c'est un expert. Suivre une IA qui lui conseille de dire ce qu'il avait dit, c'est facile. Maintenant, ce qui est devant nous, c'est quand même des IA qui vont nous suggérer de ne pas prendre la décision instinctive qu'on a prise. Et donc cet aspect confiance, là, pour moi, il y a un travail qui reste à faire. Ça renvoie à la notion de explicable. En fait, une IA, par nature, on ne peut pas reconstruire tout son cheminement, mais cette notion d'apporter finalement des preuves à ceux qui doivent décider, hein, donc c'est les managers, les dirigeants, mais aussi les experts dont je parlais tout à l'heure, qui ont de la connaissance historique. Là, voilà, qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour avoir confiance, parce que demain, c'est quand même eux qui s'engagent. C'est-à-dire sur la décision, je parlais de l'aide à la décision, hein, c'est quand même eux qui s'engagent en ayant utilisé une IA dans laquelle ils doivent avoir confiance. Donc, pour moi, voilà, les deux notions de résolution complexe, mais est-ce qu'on arrive à un usage simple, et puis la confiance pour celui qui va décider. Ça ne peut pas être une boîte noire dont il ne connaît pas les principes, dont il n'a pas vécu, supervisé peut-être l'entraînement. Deux sujets qui me semblent moins importants. Juste, rapidement, je suis après vraiment, Johan, et on termine avec Chris. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord là-dessus. D'ailleurs, c'est quelque chose on a bien en perspective. Juste, quand je fais la différence entre les années 80 et les applications qu'a montré Chris tout à l'heure, je vois le chemin parcouru. Voilà. Johan, une petite réaction. Pour rebondir sur la notion d'explicabilité, nous, on la prend sous deux angles. Il y a l'angle régulation, c'est-à-dire que l'EU AI Act va nous amener à de la transparence, à de l'explicabilité sur les systèmes qu'on va mettre en œuvre, soit chez nous, en interne, soit pour nos clients. Nous, on a décidé de le prendre aussi sous le volet adoption. C'est-à-dire c'est un peu ce que vous dites, hein, on est persuadé, on est convaincu que ça va aider à être transparent, à être explicable, aux experts à adopter ce type de système. Alors, deux parties. Il y a une partie pendant la construction des produits d'AI, où là, nous, en tout cas, on a pris l'initiative d'inclure les communautés d'experts, non pas pour leur dire demain vous allez être remplacés, mais c'est qu'aujourd'hui, on va vous remettre en lumière au centre de la salle et vous allez être valorisé. C'est-à-dire que votre expertise, on va la valoriser pour permettre de l'étendre et de la passer à l'échelle. Et ce que vous allez apporter dans la construction de ces systèmes, on va s'en servir pour l'explicabilité, la transparence, la documentation. Après, il y a la notion aussi de formation. On en a touché un petit peu de manière un petit peu cynique tout à l'heure sur la présence peu féminine sur ce plateau. Déjà, on compte sur vous, l'INP, pour nous amener des profils et un vivier à la fois masculin mais aussi féminin. Donc, le message est passé. Et autre aspect, nous, on est persuadés qu'il faut qu'on forme l'ensemble de nos employés, qu'ils soient spécialisés dans l'IA ou pas. On a créé chez Schneider une Data and AI School qui a formé, je crois, plus de 10 000 personnes cette année. Et ça va du technicien qui vraiment va être exposé à l'IA dans 1 an, 2 ans, 3 ans, aux data scientists qui travaillent avec nous depuis 2 ans et demi sur des problématiques très avancées. Et moi, vraiment, j'ai toujours en tête, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce comics où il y a un CEO qui parle à son responsable HR et qui dit, préoccupé, qui dit mais qu'est-ce qui se passe si on forme nos employés et qu'ils s'en vont? Et le RH lui répond mais qu'est-ce qui se passe si on ne les forme pas et qu'ils restent, quoi. Donc c'est l'occasion de se poser la question de comment on peut agir, qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre à tout le monde de monter en adoption et quel impact on peut avoir collectivement, sachant que ne faut pas être naïf, on est en France, il y a plein de pays sur lesquels ils ne se posent pas la question, ils avancent, ils appuient les régulations, l'explicabilité, ils mettent de côté, ils font du business. Après, chacun sa position, mais voilà, il faut arriver à allier un peu tout ça à la fois. Merci pour ce point. On termine avec Chris, peut-être sur une vision globale là, de ce qu'on a dit par rapport à ce que vous aviez évoqué tout à l'heure. Oula, alors, je vais d'abord faire un tout petit pas de côté parce que je bois toujours les paroles de Nourdine. Et il a dit une chose très, très juste, c'est qu'on est en pleine révolution, alors je ne sais pas comment il faut l'appeler, si c'est révolution industrielle, etc. En tout cas, cette transition énergétique, il y a deux choses. Un, on n'a pas le choix. Donc, elle va se faire. Et deux, on a les moyens de la faire. On a les moyens financiers. On n'a pas forcément les moyens humains. Donc, là, je me retourne. On a besoin de chercheurs. On a besoin d'ingénieurs dans nos 3 entreprises et dans toutes les entreprises du monde de l'électrotech. Et alors là, pour vous qui êtes à l'ENSECUB, c'est bon, vous êtes tranquille, vous allez avoir du travail. Il faut rester dans il faut rester dans votre filière si c'est possible et pas partir dans la finance ou je ne sais quoi. Est-ce que je peux
Permettre une dernière remarque peut-être, c'est juste pour réagir à ce que tu disais très rapidement. En fait, on travaille déjà avec des gens on travaille dans le développement des algorithmes, dans le développement des modèles, avec des spécialistes de conditions d'usage, etc. Et donc, on essaie de travailler avec des industriels. On fait des formations, on développe des formations pour les décideurs. Donc, maintenant, il faut que vous arriviez à décider, vos décideurs, à venir suivre nos formations. Et en fait, les formations existent. Les formations existent, exactement. Et en fait, je voudrais juste dire que je pense que la problématique de l'explicabilité, elle n'est pas bien prise. Parce que je pense que la majorité des systèmes d'IA dont on a parlé, en particulier l'IA générative, tels qu'ils sont, on ne peut pas les expliquer. Je crois qu'il faut admettre cela. Donc on est capable de faire des IA explicables. On fait des outils d'IA qui sont explicables. C'est tout à fait possible. En revanche, il y a des IA qu'on ne pourra pas expliquer. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je pense que c'est pas par nature, c'est comme cela. Et finalement, les critères d'acceptation, ça va être des critères d'acceptation liés à la performance. Et je me souviens de discussions autour de la réglementation aéronautique. En fait, les gens sont prêts à adopter des outils même qui sont vus comme des boîtes noires, même si en pratique elles ne le sont pas forcément, pour peu que les performances soient au rendez-vous, en fait. Voilà, donc je pense que cette notion d'explicabilité, c'est un débat qui n'est pas clos. On le poursuivra avec un verre tout à l'heure. Vous vouliez terminer, Chris ? Je crois que tout a été dit. On est en pleine... nos métiers évoluent complètement. Tractés par cette transition énergétique. Et effectivement, l'IA, elle va s'imposer à nous. Donc ce triptyque, j'ai beaucoup apprécié, je l'utilise de temps à autre d'ailleurs, ce triptyque qu'on a dans l'aire grenobloise est absolument fabuleux, où on a à la fois la recherche, la formation et puis l'industrie. Et donc on doit absolument continuer à travailler ensemble pour réussir ce tournant. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, merci infiniment à tous les 5 pour la présentation de cette utilisation très concrète dans vos différentes industries et puis eh bien, les travaux de recherche. Je vais demander à toutes celles et ceux qui sont venus sur scène ce soir de bien vouloir revenir une dernière fois pour la photo finale. Et pour les autres, merci de votre attention. Cocktail et réseautage dans l'entrée dans quelques instants. Et les boursiers également sur scène. Merci pour la précision, Muriel. Donc à peu près la moitié de la salle. La scène est solide, hein, c'est bon. Mais non, mais ça fait du monde, regarde. Il va falloir vous mettre dans la lumière, vous vous souvenez, comme tout à l'heure, vous avancez un petit peu. C'est bien là ? Là, c'est bien. Bon, parfait. Allez, les universitaires, mettez-vous devant. En tout cas, merci à toutes et tous pour votre attention et très bonne soirée